Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi Télé Tchad. Vous êtes dans le besoin d'une littérature, vous êtes au bon endroit, nous vous l'offrons donc tout de suite. Nous avons comme invité aujourd'hui, pour les belles lettres, M. Souleymane Abdelkerim Cherif, auteur du roman donc intitulé « Quand l'évidence ne suffit plus », paru chez L'Harmattan, Sénégal, en 2012. C'est un roman de 217 pages où l'auteur nous amène dans un terrain plus ou moins surnaturel, dans une sorte de roman policier, de roman psychologique, où nous allons peut-être découvrir avec lui ensemble ces personnages qui sont donc qui font la trame de cette histoire. Monsieur Souleymane Abdelkerim Cherif a été donc élevé commandeur de l'Ordre du Mérite congolais. Il est doctorant en sciences juridiques, ancien directeur général de l'ANIF, représentant régional d'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest du groupe Egmont. En 2016, il obtient le 3e prix du grand roman africain Cheikh Hamidou Kane avec ce roman, donc, Quand l'évidence ne suffit plus. En 2012, le même roman a été nominé au prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. De 2015 à 2018, il est président du jury du concours littéraire de l'ADEC. Il est en même temps président fondateur de l'Académie de basketball Mirek pour l'encadrement des jeunes déscolarisés et désœuvrés. Voilà de façon sommaire la présentation donc de notre auteur. Bien, Monsieur Souleymane Abdelkerim Cherif, à la première de couverture déjà, on voit le visage d'une personne dont ne sont visibles que les yeux, les 2 yeux seulement, comme dans une sorte de burqa. Que suggère une telle image? Merci, Monsieur Josué. Alors, derrière cette page de garde se cache une collection. Une collection qui a été créée par l'Harmattan Sénégal pour mettre en avant les livres et les productions littéraires qui sont d'une certaine facture. Et donc, la page de garde, la ligne graphique de cette collection, c'est de mettre les yeux de l'auteur au-dessus pour incarner une nouvelle vision. Ah, okay. Donc, tous les livres qui ont été sélectionnés et rangés dans cette collection affichent exactement la même couverture. Donc, on prend les yeux de l'auteur en haut et on met le titre du livre en bas. Voilà. Quand l'évidence ne suffit plus, l'évidence ne suffit plus. Cette phrase revient en boucle dans le roman. Il faut être philosophe peut-être pour bien comprendre cela. C'est plutôt l'évidence qui revient souvent dans le livre. Voilà, l'évidence, voilà. Voilà. Ce titre m'a valu beaucoup de questions de la part de vos collègues, et surtout au Sénégal, où le lancement de ce livre a été fait pour la première fois. Et à travers ce titre qui, je vous l'accorde, est un peu énigmatique, et c'est à dessein, c'est toute la philosophie de ce livre qui est incarné par ce titre-là. Souvent, je suis très peu loquace quant à la signification de ce titre, mais le moins qu'on puisse en dire, parce qu'il faut lire le livre pour découvrir pourquoi il porte ce titre-là, tel qu'il le porte, généralement, j'explique que l'évidence dans ce titre symbolise tout ce qui est matérialisme. Tout le courant matérialiste, par exemple le capitalisme, l'organisation du monde selon des logiques mathématiques et purement scientifiques, je l'incarne par l'évidence. Or, j'explique en gros que l'évidence, la vie n'est pas une évidence. La vie est faite des inévidences. C'est un néologisme, c'est un terme qui n'existe pas. Vous voyez, un arbre n'est jamais tout à fait droit. C'est nous qui prenons une scie, on en fait quelque chose de bien carré. Ça, c'est une application mathématique de cette conception du monde. Malheureusement, je trouve que c'est une conception qui domine complètement la marche du monde actuellement. On a tendance à tout ramener à la quantité, au nombre, etc., etc. Mais la vie s'insurge très souvent
quand on cherche à la dominer, à la capturer dans des paradigmes, dans des équations, dans des algorithmes. Donc quand l'évidence ne suffit plus, c'est une forme de célébration de la vie. Une vie qui est toujours rebelle à la volonté de l'homme de la soumettre. Voilà. Et donc je trouve que le monde va à sa perte parce que précisément on a laissé trop de place à la science. Rabelais disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est exactement ce que je veux dire par là. C'est que nous sommes dans l'application quasi mathématique de cette maxime qui dit que science sans conscience, nous sommes exactement dans la science sans conscience. Vous avez placé à l'incipit, c'est-à-dire au début donc, du roman, un prologue qui décrit les derniers instants troublés sur terre d'un vieillard nommé Georges. Oui. Quel rôle joue ce prologue? C'est de mettre en appétit le lecteur. Vous avez compris qu'en lisant le prologue, vous ne comprenez pratiquement rien du tout. Donc c'est à dessein parce que le prologue permet au lecteur d'entrer dans la chose. Et en lisant le livre, au fur et à mesure de sa lecture, il va découvrir les raisons qui ont conduit à cet événement-là. Voilà. Ok, très bien. Alors, en vous lisant, j'ai tout de suite pensé à classer votre roman dans la catégorie des romans de science-fiction. Bon, permettez que je le dise ainsi, à cause du cadre temporel qui projette le lecteur donc dans un futur lointain, 2027, où le cadre spatial qui est la ville de N'Djamena se trouve à la pointe d'une urbanisation millimétrée. Pourquoi avez-vous choisi donc ce style et surtout cette manière de faire? Honnêtement, je redoutais un peu cette question-là. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi 2027? Pourquoi pas 2037? Pourquoi pas 2048? Et je ne sais pas pourquoi. Et je pense qu'à l'époque où j'écrivais le livre, parce qu'il y a quand même 10 ans, j'étais un monsieur qui est pétri de rêves et je me disais qu'en 2027, le Tchad tel que vous l'avez découvert dans ce livre serait notre réalité en 2027. Wow. Voilà. C'est pourquoi je dis c'est un livre espoir, c'est un livre qui appelle au changement. Le Tchad mérite ça. Ok, bien. Nous avons encore une autre phrase. Vous avez tort de sous-estimer ce mal. Il vous atteindra encore plus tôt que vous ne le pensez. Cette phrase a troublé un de vos personnages. Oui. Et il l'a répété jusqu'à la fin. Oui, c'est le personnage principal. Comme j'expliquais pour le prologue, ça fait partie des... C'est comme une espèce de fil d'Ariane. Parce que quand le lecteur découvre le livre, c'est une phrase qui revient à chaque fois. C'est une technique pour toujours garder en haleine le lecteur. Ça lui permet de continuer à découvrir qu'est-ce que c'est que ce mal. Et puis, le mal, c'est ce qui focalise notre attention. On a tous peur de la mort, on évite le mal, etc. Donc, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes menacé de mort, tout de suite, vous mobilisez son attention. Et donc, comme je vous dis, c'est une technique pour garder le lecteur en haleine, pour découvrir qu'est-ce que c'est que ce mal-là qui ronge le personnage principal qui est Omar. Bien. Beaucoup de romanciers préfèrent des espaces imaginaires. Oui. Par contre, vous avez choisi le connu. Moundou, N'Djamena et ses quartiers, ses hôtels. Oui. Y a-t-il une raison dans cette préférence? Oui, tout à fait. Le cadre spatial, oui, il n'est pas irréel, il n'est pas... Mais le cadre temporel, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, 2027. Tout à fait. C'est toujours la même chose. Le journaliste décrit l'actualité, mais un artiste, il projette la réalité. Il cherche à la créer, à l'inventer. Donc, et je n'ai pas envie de créer une histoire qui serait complètement désincarnée. J'ai cité même certains contemporains, comme Carcassonne. J'ai aussi convoqué Tchelou, qui est quelque chose... Enfin, Mounira, Michala, etc., etc. Donc, je n'ai pas voulu désincarner l'histoire, j'ai souhaité que les gens s'y retrouvent. Et vous remarquerez aussi que, même dans le vocable et le vocabulaire, il y a des termes tchadiques, comme les lungus, des choses comme ça, pour que l'auteur tchadien ne se perde pas.
Parce que très souvent, on m'a reproché d'avoir une écriture pas trop africaine. Je n'ai pas trop bien compris ce que ça signifie, une écriture africaine. L'écriture n'a pas de nationalité, n'a pas de continent. On écrit et puis c'est tout. Voilà. Bien. Un crime est commis à l'hôtel Kempinski sur la personne du professeur Djoko. Oui. Le principal suspect, bon, pour l'instant, reste Oumar, qui a découvert le corps du professeur. Oui. Une grosse enquête est donc ouverte pour la recherche du coupable. Oui. Le roman prend à partir de là la nature des romans policiers. Racontez-nous comment cette affaire a pu évoluer et se terminer brièvement pour que les téléspectateurs se mettent dans le bain avec nous. Non, par contre, j'aurais aimé que les lecteurs puissent découvrir ce qui s'est réellement passé. Mais surtout qu'à travers le parcours du personnage principal, ce qui est important, je pense, c'est de montrer comment l'esprit humain appréhende la notion de faute et la notion de sanction. C'est surtout cela qu'il faut mettre en avant. Et puis, il y a la dimension de l'amnésie, qui est une espèce de perte de la mémoire. Comme je disais, le rapport à la culpabilité, le rapport à la faute, c'est quelque chose de particulièrement intéressant à étudier. Parce que dans ce roman-là, le personnage principal, en plus du fait que tout le monde lui prête ce crime, lui-même, il se demande s'il n'y a pas une possibilité que cela soit vrai, pour la simple et unique raison qu'il ne se souvient de rien. Donc lui-même, il se pose cette possibilité que oui, puisque je me souviens de rien, il est fort possible que j'ai eu à commettre ce crime-là. Vous voyez? Donc c'est extrêmement compliqué, ça a un rapport avec la vérité. Vous venez, nous, quand nous étions encore étudiants dans les universités de droit, je le suis encore, vous tombez sur une scène de crime. Nous avons un cadavre, vous voyez une personne, les mains ensanglantées, avec un couteau à la main. L'esprit normal va tout de suite conclure que nous avons là l'auteur du crime. Et l'esprit s'anesthésie à ce moment-là de toutes les autres possibilités de scénario. Or, il est tout à fait possible qu'à ce moment-là, il est venu pour lui porter secours parce qu'il l'a trouvé dans cet état-là et malheureusement, il en est décédé. Mais vous venez à ce moment-là le découvrir dans cette situation. Vous allez dire, on tient là le coupable. Donc, c'est aussi une façon d'amener les gens à réfléchir un peu plus que les évidences. Parce que ça paraît évident. Oui, évident, oui. Mais les choses ne sont pas si évidentes dans la vie. Les choses sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes. Tout à fait. Voilà. Des passages dans le roman amènent le lecteur à le classer dans la catégorie de roman psychologique aussi. Oui, oui. Sinon philosophique. Possible. Moussa, Oumar, pour ne citer que ces deux personnages, sont profondément décrits par le narrateur dans leur profonde psychologie. Oui, oui. La mémoire, l'illusion, l'angoisse, troublent ces personnages-là. Oui. Vous venez de le dire, vous avez fait une formation de droit, mais moi j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes servi des leçons de psychologie ou de philosophie pour prendre cette œuvre? Peut-être des connaissances basiques en psychologie, parce que je m'intéresse à tout ça. J'ai lu Lacan, comme la plupart des gens qui s'intéressent à cette matière qu'est la psychologie. Ça a toujours été parmi mes curiosités, d'ailleurs la philosophie. Mais dans cet ouvrage, il y en a même qui trouvent une certaine dimension religieuse. Vous voyez, il y a un peu de tout ça. C'est un peu aussi mes différents centres d'intérêt qui se manifestent de cette façon-là. Donc je pense que j'ai été de ceux-là qui ont entretenu une grande soif de connaissances. Donc tout ce qui m'intéresse, je cherche à savoir. Et la psychologie en fait partie. Je pense que pour mieux cerner le comportement des personnes qui sont autour de nous, il est nécessaire d'avoir quelques bribes de connaissances sur la psychologie. Vous voyez, parfois même dans la médecine. J'ai des amis médecins qui me disent qu'en te lisant, on a l'impression que tu as au moins suivi un cours magistral en médecine. Voilà. Mais c'est de l'intérêt. On s'intéresse beaucoup aux choses qu'on ne connaît pas. Et c'est toutes ces choses-là qui font de nous ce que nous sommes. Et quand on commence à produire des œuvres d'esprit, toutes ces choses rejaillissent dans ce que nous faisons. Voilà. Tout à fait.
Bien, à la fin, le narrateur nous embarque dans une sorte d'ironie des religions, où il fait de la Torah, de la Bible et du Coran un seul livre, qu'il appelle Toriban. Quelle sorte de philosophie encore ici, monsieur l'auteur? Ça m'a valu quelques inimitiés de quelques amis qui sont barbus, hein, des extrémistes de la foi. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'au nom de la religion, nous avons commis les pires injustices et toutes les atteintes à la dignité humaine. J'essaie d'expliquer que le message de Dieu ne peut pas être pluriel. Tout à fait. Mais ce sont les porteurs de ce message qui sont pluriels. Et j'explique que chaque porteur laisse son odeur sur le livre qu'il porte. Et donc je suis en train d'expliquer qu'il y a une possibilité de falsification du message divin. Et du coup, pourquoi ne pas revenir à l'essentiel, qui est le message unique de Dieu, et faire, c'est presque une tentative œcuménique de rapprochement de ces trois religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. C'est pourquoi dans ce livre imaginaire, ce livre saint imaginaire que je présente comme étant le livre originel, qui s'appelle Tobiran, Torah, de la Torah, le BI de la Bible et le Ran qui est le suffixe du Coran. Donc c'est une tentative de réunion de toutes ces religions qui pour moi sont par essence les mêmes. Il y a certains de mes amis chrétiens qui découvrent que Salomon et Suleiman sont les mêmes personnes. Que Yacoub et Jacob, c'est la même personne. Que Joseph, Youssouf, c'est la même personne, avec le même rôle dans les mêmes rôles historiques. Jonas, Younous, etc., etc. Qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque part quelque chose qui a été faussé. Et donc, pour moi, c'est une tentative de rapprochement de ces trois religions, parce qu'au nom de ces trois prophètes, on a fait trop de tort à l'humanité. Voilà. Bien. Après l'assassinat du professeur Djoko, revenons un peu sur l'histoire, c'est son corps qui est subtilisé à la morgue, qui est porté disparu. Les enquêtes ont convergé donc vers Ismaël Kali, vous l'appelez ainsi, un morguier, qui serait prêtre d'une sorte de secte scientifique, je ne sais quoi le qualifier. Et au bout du compte, donc, Oumar, Georges, Kali, Gabriel appartiennent tous à une sorte de loge. Enfin, finalement, c'est comme un rêve, c'est comme... ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. Oui. J'ai été un fervent auditeur de l'émission sur l'émission de Patrick Nguemandong. À l'époque, les aventures mystérieuses. Ça a très probablement formé mon imaginaire. Et pour les Occidentaux, toutes ces croyances restent une croyance. Les Occidentaux sont arrivés à un certain niveau de rationalisme qui considèrent que ce ne sont que des croyances, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas conformes à la science et aux applications rationnelles. Mais en Afrique, ces choses sont encore vivaces. Combien sont partis voir les marabouts à la veille du remaniement ministériel? Ces choses existent toujours. Voilà, nous sommes très fatalistes dans notre façon de vivre. Nous accordons de l'importance à la main invisible qui dirigerait notre quotidien, etc., etc. Donc c'est aussi une façon de mettre en scène les réalités africaines. Et le Tchad en fait partie. On porte, bien qu'étant musulman, vous voyez que les gens portent des gris-gris autour de la taille, autour du cou, etc., etc. Alors que l'islam l'interdit. Oui, mais on tient absolument à ce genre de choses. Donc c'est aussi nous. C'est aussi nous. C'est nous qui sommes comme ça. Voilà. Ok. Bien. En tant qu'analyste littéraire, on s'intéresse beaucoup au début du roman, à la fin. Oui. Permettez que je lise juste la dernière phrase du roman. C'est bien ce que je pensais aussi. Aussi évident que 1 et 1 font 1, l'artiste et le créateur ne font qu'un. Qu'il en déplaise aux cartésiens, locataire du quartier 1 est propriétaire des cartes 1. Le chiffre 1, il est là tout le temps. Oui, c'est l'unité
comme je l'ai dit à l'instant à propos des 3 livres saints, les livres révélés, au finish, tout est un. Tout est un. J'avais dit à vos collègues au Sénégal en 2012 que 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Et il y en a qui se sont amusés, on dit, bon, tiens, là on le tient, parce que là il dit n'importe quoi, il faut nous dire que 1 plus 1 égale 1. Je leur dis oui, quand vous prenez une goutte d'eau, plus une autre goutte d'eau, ça donne une goutte d'eau qui est plus grosse, ça ne donne pas 2 gouttes d'eau. Parce que là, il s'agit d'additionner des qualités, pas des quantités. Quand on rentre dans la logique des quantités, c'est une logique scientifique, c'est une logique évidente. On dit c'est évident, 1 plus 1 égale 2, c'est évident. Voyez. Donc, ma fascination pour le 1, c'est peut-être une envie de voir le Tchad même unifié. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le personnage principal du livre est d'origine mixte. Il est d'une mère nordiste et d'un père sudiste. Pour moi, c'est un personnage concept. C'est aussi un personnage qui appelle à l'unité. On ne peut pas construire un pays avec autant de divisions. Et ça m'attriste aujourd'hui de voir la montée du repli communautaire, des communautés qui se consolident dans une logique très clivée. Voyez, quand quelqu'un est nommé, il y a une communauté qui fait un communiqué à la radio, la communauté machin. Voilà, vous voyez, ça, pour moi, ce sont des marques indéniables du repli communautaire. Et on ne peut pas construire un pays de cette façon-là. Il faut aller vers le 1. Il faut aller vers le 1, parce que le Tchad est 1. Il n'y a pas 2 Tchad. Voilà un message dont nous avons besoin pour l'heure, puisque le Tchad s'annonce, et dans cette période de transition, cherche à dialoguer et tout cela. Oui. Nous avons besoin d'être 1. Oui, et surtout que ce qu'il faudrait ajouter, pour ne pas accabler les Tchadiens, parce que c'est bien d'être toujours dans le rôle de celui qui dénonce, cette espèce de justicier qui dit que tout le monde a tort, etc. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Si nous sommes arrivés à ce stade aujourd'hui, une société conflictuelle, une société clivée, c'est qu'il y a bien une raison. Et cette raison, il est historique. Et ce comportement, ce repli communautaire, ce repli identitaire a commencé après les années 79. Oui, cette année revient fréquemment. Oui, effectivement, parce que ce sont les années qui ont symbolisé les luttes armées pour le pouvoir. À partir de là, il y a eu un repli communautaire. Il y a certains qui ont même désiré créer des villages en N'Djamena. Moi, j'ai certains de mes amis dont les enfants ne parlent même pas l'arabe local, alors que ces enfants sont nés et grandis en N'Djamena. Vous voyez ? Donc, ils nourrissent le fantasme de recréer le village qu'ils ont laissé en N'Djamena. Pourtant, tout le monde sait que la capitale, c'est un espace cosmopolite où tout le monde perd ses origines. Vous voyez ? Donc, ce repli s'explique historiquement. Et nous avons malheureusement échoué à corriger ce petit tort. On l'a nourri, on l'a entretenu. Voilà. Mais il faudrait peut-être faire machine arrière, régler tout ça. Tout à fait. Nous aimerions bien que vous nous proposiez la lecture, ne serait-ce que d'un seul paragraphe. Très bien. La page 102, le tout dernier paragraphe de cette page. Tout est important quand on enquête sur la vie. Que dis-je donc, songea-t-il? Mais je n'ai pas tort de considérer la chose sous cet angle. C'est certes une intuition, mais d'ailleurs au commencement, tout est intuition. C'est seulement ensuite que vient le support. La vérité empirique aux jambes lourdes n'arrive pantelante que pour constater l'évidence. Elle ne la prophétise, ne la veut, ne la crée pas. C'est pourquoi les détails, surtout eux, ils sont la vie. Il ne faut pas les perdre de vue. Tous doivent être minutieusement consignés, étudiés, mais surtout respectés. Tous devront passer au détecteur de mensonges, surtout les détails, ou si l'on préfère les choses qui existent dans la nature en binôme. Oui, les choses qui existent en couple et uniquement ceux-là. Les autres sont certes aussi importantes, mais seulement à leur mesure et à leur manière. Voilà, je vais m'arrêter là, si vous me permettez. Voilà, on va laisser les auteurs découvrir le contenu. Voilà, bien. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Il me semble qu'il reste encore quelques exemplaires à la librairie La Source.
Sur Internet, il y a la version numérique, il y a la version papier, sur le site de l'Harmattan, mais aussi Amazon, etc., les différents supports de distribution de livres. Monsieur l'auteur, oui. Merci beaucoup d'être venu et surtout d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Ouais. Fidèles téléspectateurs, c'est ici que s'achève donc notre numéro d'aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en compagnie de Souleymane Abdelkerim Cherif avec son roman, son tout premier roman, Quand l'évidence ne suffit plus, qui a remporté presque 2 prix. Donc c'est une œuvre de qualité que nous vous recommandons donc à chercher et à lire. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Continuez bien entendu à regarder les programmes de Télé Tchad. Au revoir.